Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue dans le débrief. Après la décision de la Confédération africaine de football de confier l'organisation de la CAN 2025 au Maroc, qui réunira donc la grande famille du football africain, c'était le 27 septembre dernier, c'est la FIFA qui décide cette semaine d'attribuer le privilège d'organiser la Coupe du monde de football 2030 au trio formé par l'Espagne, le Portugal et le Maroc. La candidature unique est restée précisément unique parce qu'elle était très solide et elle était très difficilement battable. Les Sud-Américains ont retiré la leur en échange du premier match du Mondial 2030 et l'Arabie Saoudite a préféré reporter sa propre candidature pour 2034 et pour laquelle elle a reçu d'ailleurs le soutien de Sa Majesté le Roi. Ainsi, le Maroc se retrouve encore une fois à jouer dans la cour des grands. Le défi à relever pour réussir la CAN 2025, puis 5 ans après le Mondial, vient aussi s'additionner à l'ensemble des grands et des immenses chantiers que le Maroc a ouverts ou qu'il doit affronter suite à la catastrophe du séisme d'El Haouz du 8 septembre dernier. À côté de cela et en parallèle, le Royaume entre dans l'examen et le débat de la question de la réforme du Code de la famille, dont l'urgence vient d'être appelée au chef du gouvernement par le roi Mohamed VI. Enfin, et la liste n'est pas exhaustive, le chantier de l'État social qui avance à marche forcée. Nous parlerons de ce Royaume en chantier avec S, avec nos invités. Khalid Domou, bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir, c'est Aziz. Vous êtes vice-président du CAC de Khenetra et vous êtes aussi chercheur en sciences sociales. Oui, merci d'être avec nous. Marhaba. Mustafa Sahimi, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes professeur de droit et vous êtes politologue. Merci aussi d'être avec nous. Merci à vous. Ali El Harichi, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directeur de l'Institut de sciences politiques à l'Université Mondiapolis. Merci à vous d'être avec nous. Merci à vous. En une semaine, messieurs, le Maroc se voit attribuer le privilège et l'honneur de l'organisation de la CAN 2025 et du Mondial 2030. Une semaine, 10 jours. Est-ce que vous vous y attendiez et comment avez-vous reçu ces nouvelles, Khalid Domou? Moi, personnellement, en ce qui me concerne, j'ai reçu cette nouvelle dans la joie et l'allégresse. Nous avions tenu une autre émission il y a à peu près 6 mois où on parlait de la possibilité, en fait, d'être le vainqueur de cette... Votre pronostic était de 95% en plus. Je crois que j'avais dit 85% en fait. Et au final, je crois qu'il y avait un 9. Je crois qu'il y avait un 9. C'est moi qui avais donné le meilleur taux de pronostic. Il me semble que vous n'avez pas Vous n'avez pas pronostiqué. Là, on va y revenir. Mais en tout cas, c'est du 100% aujourd'hui. Et alhamdoulilah. Et donc, on a reçu cette nouvelle formidable. Et en fait, ce qu'il y a de très intéressant dans cette nouvelle, c'est qu'elle nous a été donnée presque une année et 2 mois avant l'échéance que nous attendions. Parce que si on avait eu plusieurs candidatures au lieu d'une seule de notre dossier, on aurait dû attendre en fait la fin 2024 pour se dire oui, c'est bon, c'est pour nous. Donc aujourd'hui, il faut qu'on se remonte les manches dès à présent et qu'on travaille sur 7 ans pour avoir la meilleure Coupe du Monde possible, Inch'Allah, avec nos 2 pays qui sont avec nous sur ce dossier, que sont l'Espagne et le Portugal, Inch'Allah. Ça va se rimer? Écoutez, évidemment, c'est une grande nouvelle, une grande joie, et on avait besoin de ça. Après le séisme du 8 septembre, l'état d'esprit de la population, évidemment, était marqué par l'anxiété, beaucoup d'interrogations. Et donc, une société a besoin de respirer, a besoin de s'accrocher à quelque chose. C'est quelque chose de fondamental. Ce n'est pas un petit rendez-vous footballistique ici ou là, etc. C'est quelque chose qui est un grand enjeu, d'autant que le Maroc est candidat depuis plusieurs décennies. Vous savez, c'est la 6e fois, si j'ai bonne mémoire, où le Maroc est candidate. Donc, dans des conditions difficiles, mais il y a de la présence, il y a du volontarisme, il y a de l'obstination. Ça, c'est aussi un trait du Maroc et je crois que c'est à relever. Ce qui est important, me semble-t-il, c'est que l'agenda a été réduit et nous a servi. Pourquoi ? Parce que, comme ça a été dit par mon ami ici présent, c'est Domou, donc normalement, il y a plusieurs candidats, de groupes de candidats, et on pouvait attendre décembre 2024 pour qu'il y ait un vote à l'arraché dans des conditions parfois opaques pour tel ou tel pays. Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas, ça prouve qu'il y a eu d'abord une gouvernance diplomatique de la désignation des 3 pays, Maroc, Espagne, Portugal. Pourquoi je dis gouvernance diplomatique ? Parce qu'on a dealé
on a approché un certain nombre de délégations, évidemment sous le parrainage de la FIFA, c'est la FIFA qui est maître d'œuvre de cette opération, mais avec les participants, pour donner satisfaction aux 3 pays d'Amérique latine, notamment l'Uruguay, parce que 1930, c'était la première Coupe du Monde, et donc il fallait bien que quelque chose soit attribué à l'Uruguay, qui était candidat d'ailleurs avec le Paraguay, et un 3e pays d'Amérique latine, l'Argentine. Donc c'était important. Et le montage qui a été fait est intéressant sur le plan du compromis. Le premier match se tient donc à Montevideo, à l'Uruguay. Ensuite, il y a un match au Paraguay, ensuite en Argentine. C'est-à-dire le public latino-américain trouve satisfaction. Et là, au total, résultat des courses, ça donne quoi? Ça donne 3 continents. C'est-à-dire 6 pays, les 3 pays d'Amérique latine, les 2 pays européens, méditerranéens, Espagne, Portugal, et le Maroc. Et donc, c'est bien 3 continents, c'est quelque chose de fondamental. Ça prouve d'inédit. J'ajoute comment je l'ai ressenti. Je l'ai ressenti évidemment comme tout le monde, mais je l'ai ressenti aussi avec le recul, peut-être, c'est quel défi nous faut relever. Et ça, peut-être, on va y revenir. Alors, on va y revenir. Effectivement, Al-Harji, à vous. Le ressenti de tous les Marocains, d'abord la joie, ou la grande joie, aussi l'étonnement, pas pour l'attribution ou l'accréditation du dossier marocain et ibérique, c'est-à-dire Portugal et Espagne, c'est-à-dire un an avant, plus qu'un an, plus 15 mois avant la décision de la FIFA. Mais la plus grande chose que j'ai ressentie, c'est la fierté d'être marocain. Voilà, je suis fier d'être marocain, comme tous les Marocaines et les Marocains. Nous avons senti cette fierté, et puis cette fierté, elle est en train de grandir en nous, pas seulement par rapport à l'organisation de la Coupe du Monde. Comme disait un chanteur français, rêver un rêve impossible, ou plutôt belge qui chantait en français, sans le citer. C'est un rêve qui nous paraissait à un certain moment impossible, mais à un certain moment, tout est réalisable. Rien n'est impossible pour le Maroc, et nous l'avons démontré depuis, je veux dire, plusieurs années, sur plusieurs secteurs. Et surtout si on parle maintenant du sport, nous avons l'équipe marocaine en 2022 a montré qu'elle était une équipe pionnière en Afrique qui est arrivée à la demi-finale de la Coupe du Monde. C'est une première. 100 ans après, une équipe africaine arrive en demi-finale et c'est le Maroc. Et en 1986, c'était la première équipe africaine, bien sûr arabe, amazigh si vous voulez, qui est arrivée au 8e de finale. Donc nous sommes toujours les premiers. Et cette fois-ci, nous ne sommes peut-être pas les premiers à avoir organisé comme pays arabe ou africain la Coupe du Monde, mais nous sommes le premier pays qui s'inscrit dans cette multiculturalité avec donc l'Espagne et le Portugal, mais aussi avec l'Amérique latine, puisque il y aura 3 matchs là-bas. Maintenant, devant cette fierté, il y a de la joie, parce qu'une semaine avant, la CAF nous a attribué l'organisation de la Coupe, c'est-à-dire des nations africaines. C'est une confirmation. Et à l'unanimité, après un retrait très tardif de ceux qui nous disputaient ce leadership. Donc le Maroc montre ce leadership sur le plan régional, aussi maintenant sur le plan mondial. Donc nous sommes fiers d'être Marocains, nous sommes contents d'être Marocains, nous sommes contents et heureux de cette décision et de cette justice qui nous a été rendue par la FIFA, puisqu'on devait organiser en 2010 la Coupe du Monde, et c'était les voies allaient vers le Maroc. Bon, il y a eu ce qu'il y a eu. Maintenant, voilà, la justice a été rendue pour le Maroc, et nous sommes fiers d'organiser, c'est-à-dire cette Coupe du Monde qui a un aspect particulier, c'est un pont. Et finalement, ça démontre que le Maroc est un pont entre l'Afrique, l'Europe et le monde. Voilà le Maroc alors, que nous aimons. Je vais juste ajouter un petit truc qui est très important, c'est que j'aimerais rendre hommage aussi à nos filles.
l'équipe nationale féminine qui, pour la première fois, est passée au second tour de la Coupe du Monde féminine. Pour la première fois, elle s'est qualifiée et elle est passée, elle aussi. Donc le football marocain se porte bien dans tous ces genres. Le futsal, on sait qu'ils ont fait un quart de finale en 2021 aussi. Donc toute la locomotive du football marocain, alhamdoulilah, elle va dans le bon sens. Voilà, et la CHAN et le reste, oui. Et il n'y a pas de raison à ce que... Moi aussi, je suis marocain. Hein. Moi aussi, je veux dire ce que j'ai ressenti. Enfin, ce que j'ai vu. Je ne vais pas ajouter à ce que vous avez dit, parce que ce n'est pas mon rôle vraiment. Mais j'ajouterai aussi l'assurance de cette candidature, de ces candidatures, et la sérénité avec laquelle, sérénité silencieuse, avec laquelle le Maroc a mené tout ça. Je reste avec vous, Ali El-Harichi. La portée géopolitique de cette présence désormais incontournable du Maroc sur la planète foot et sur la planète tout court. Oui, alors... Une question pour vous, Moustapha Sahimi, juste après lui. Aujourd'hui, quand on parle de la géopolitique, c'est-à-dire dans son contexte des relations internationales et dans le contexte de l'expression de la puissance, nous savons que la puissance s'exprime par la manière forte, ce qu'on appelle hard power, ou par la manière qui est douce, ou la diplomatie douce qui s'appelle le soft power. Le soft power, il regroupe trois choses. Il y a le soft power à travers le sport, donc l'organisation d'un événement. D'ailleurs, c'est l'événement le plus médiatisé dans le monde et le plus important, c'est la Coupe du Monde. Et il y a le soft power par l'éducation et par la culture. Si on voit ce moment de l'éducation, nous savons que nos universités accueillent beaucoup d'étudiants qui viennent de partout dans le monde et surtout de notre Afrique subsaharienne, et qui deviennent les porteurs de notre culture, de notre vision, de notre diplomatie. Et ça, c'est très important. Donc l'éducation rentre aussi dans ce soft power. Et moi, je veille chaque fois, si vous permettez, à voir tout ce qui est publié sur cette manière avec laquelle le Maroc s'exprime, ou sa diplomatie, que ce soit par la culture, par le sport, ou par... Au Maroc. C'est publié même, c'est-à-dire dans d'autres pays. Je vois là la Cour suprême du Mali, où il y a eu une formation, c'est-à-dire pour le renforcement des capacités des membres de la Cour suprême en matière de discipline financière et budgétaire. Et voilà, la confiance, elle est faite au Maroc. Pourquoi ? Parce que l'atelier a été animé par le procureur général du roi près la cour des comptes du Royaume du Maroc. Donc on voit la confiance, et ça s'est passé la semaine dernière, la confiance qui est attribuée au Maroc, c'est-à-dire le Maroc dans tous les domaines, que ce soit de l'éducation, que ce soit de l'accompagnement, que ce soit de la présence. Aussi, il y a de la diplomatie dans le soft power. Le Maroc, il y a une diplomatie religieuse extraordinaire. Il y a la formation des imams aussi au Maroc avec l'Institut qui est à Rabat. Donc tout cela permet, je sors un peu du sport, mais juste pour exprimer cette géopolitique, l'aspect soft power. L'aspect soft power de la géopolitique, de cette diplomatie douce marocaine qui est là pour travailler et pour renforcer les relations. Parce que la culture, on renforce nos relations dans les rapports sud-sud avec l'Afrique, dont nous sommes aussi fiers d'appartenir. Toujours même question sur la géopolitique, Moustapha Sahimi. Oui, sur le plan de la géopolitique, il faut observer d'abord ceci. La géopolitique, c'est voir comment un pays peut optimiser ses moyens et ses atouts pour s'insérer dans la communauté internationale, compte tenu d'un certain nombre de paramètres de sa situation, sa population, son PIB, etc. Le phénomène intéressant pour ce qui est du Maroc, c'est un phénomène d'accumulation et de capitalisation d'atouts économiques, sociaux, sociétaux, on va y revenir si vous voulez, mais en même temps la mise en œuvre et la construction d'une image servie par une diplomatie de soft power, et précisément une diplomatie discrète, silencieuse, mais qui donne une image du Maroc et des Marocains. Ça se vérifie sur tous les aspects qui ont été évoqués par mon collègue à l'instant, mais c'est aussi la construction d'une sorte de branding à l'international qui fait que vous êtes identifié et identifiable. Prenez à Stockholm, le Maroc, c'est une image, d'autres pays, c'est une image. Et je crois que c'est important, c'est servi par une diplomatie qui a été proactive, qui a été intelligente,
qui a été particulière en se distinguant par un apport. La coopération Sud-Sud, c'est extrêmement important. C'est un référentiel qui a beaucoup d'écho en Afrique, vous le savez, notamment depuis le discours San-Resté de février 2014, Forum d'Abidjan. Donc le Maroc est porteur de quelque chose. Il a dans sa boîte à outils diplomatique, dans sa valise, un certain nombre d'éléments qui font que ça pèse, ça compte et c'est pris en compte. Évidemment, le foot, c'est le sport le plus fédérateur qui soit. Il n'y a pas de public de gauche ou de droite, il n'y a pas de jeunes, de vieux, etc. Il y a un public... On voit les images du retour triomphal tout à fait. Après Qatar. Il y a un peuple sportif. Il y a un peuple sportif et le foot est un élément d'accentuation de la cohésion sociale. Il atténue les clivages. Il atténue le clivage et tout le monde se retrouve. On est en désaccord sur beaucoup de choses, peut-être, etc. Mais pour ce qui est du foot, tout le monde est là parce que c'est une image. Sur le plan géopolitique, c'est pris en compte à l'international. C'est pris en compte international. Pourquoi le Maroc a candidaté parce qu'il estimait qu'il avait un certain nombre d'atouts. Il a fait l'opération extrêmement intéressante d'un trio avec l'Espagne et le Portugal, ce qui a permis le soutien des pays européens à l'unanimité, ce qui a permis le soutien de l'Union africaine des 54, etc. Et donc on s'est retrouvé dans une configuration exceptionnelle et maximale. Ça, c'est de la géopolitique. Encore un élément de géopolitique, le calendrier. Le calendrier, ça vient, dans quelques jours, il y a à Marrakech l'Assemblée générale du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale. Qui a été maintenue un mois après. Qui a été maintenue. Ça prouve aussi donc le fait qu'il y a un acte de foi pour ce qui est du Maroc, quant à sa stabilité, sa sécurité, etc. Et ça n'est pas négligeable. Et puis, quel effet d'amplification va donner cette conférence internationale? Et au moment où, une semaine avant, il y a eu donc le choix du Maroc. Donc, il y a là une conjonction de facteurs avec un effet de multiplication. Dernier élément, l'agenda, je parlais de l'agenda. La question nationale est inscrite à l'ordre du jour du Conseil de sécurité ce mois d'octobre. Donc voilà une configuration intéressante d'une sorte d'alignement des planètes qui font que les choses sont optimales et c'est quelque chose d'important sur le plan géopolitique et ça donne évidemment du crédit par transitivité, hein, si je puis dire, à la position diplomatique du Maroc devant le Conseil de sécurité, etc. Et puis quel bel élan pour la jeunesse, c'est-à-dire qu'il y a maintenant une fierté, ça a été dit, mais c'est le fait que la société s'accroche à un projet sur le long terme et que c'est un projet et un rêve pour une génération et la génération à venir. C'est-à-dire, ça va être fier. Même pour notre génération, ça fait 30 ans mais je parle des moins de 20 ans. Je parle des moins de 20 ans, c'est quelque chose de fondamental. Il y a un regain de fierté du fait qu'être marocain aujourd'hui à l'international, c'est quelque chose. Vous allez être reconnu, identifié partout. Je vous l'avais déjà dit, mais je veux le rappeler, ce qu'avait dit Antonio Guterres à Marrakech. C'était à l'occasion du sommet mondial sur l'immigration surordonnée et régulière, en disant, bon, voilà, il y a 2 mois, j'étais là, il n'y avait rien, et maintenant, il y a tout ça. Et je conseille à toutes les nations, à tous les organismes internationaux qui voudraient organiser quelque chose dans un délai très court, de venir au Maroc. Ça a été dit devant la presse, je n'ai rien inventé. Si vous permettez aussi, Aziz, après nos 2 éminents politologues qui ont parlé en fait de soft power et en fait de diplomatie parallèle. Le football, c'est ce qu'on appelle la diplomatie parallèle, mais même au niveau de la diplomatie elle-même, le Maroc a fait un bond énorme depuis que Sa Majesté a décidé le retour à l'Union africaine et que nous avons signé les accords d'Abraham. Donc en fait, cette candidature, elle a été appuyée à la fois par la diplomatie elle-même et par ces diplomaties parallèles. Et c'est un travail qui a été fait brique par brique pour arriver justement à cette double unanimité de présentation, de représentation au niveau de la CAN 2025 et de la Coupe du Monde de 2030. Et en fait, on a 2 approches aujourd'hui. On a une approche moyen-termiste en fait de 2 ans pour se préparer pour la CAN 2025 et de 7 ans
plus long-termiste pour la Coupe du Monde, Inch'Allah. Alors, vous n'avez pas dit quelque chose, ça tombe bien, c'est la question que je voulais vous poser, sur les infrastructures. Parmi les raisons, il y a la diplomatie, il y a le soft power, il y a la culture, il y a beaucoup de choses, mais il y a aussi le fait que ce n'est pas terra nullius. Il y a des infrastructures, il y a ce qu'il faut, mais il y a aussi autre chose. Donc, il y a d'autres stades qui vont être construits, certains qui vont être aménagés. On parle beaucoup de la LGV jusqu'à Marrakech, puis Agadir. Oui. On parle aussi, le Maroc a réactivé l'organe chargé de l'étude sur la liaison fixe au détroit de Gibraltar. Est-ce que c'est des chantiers qui vont encore avancer selon vous? Question ouverte aux autres aussi, si vous voulez. En tous les cas, quand on dit qu'on va recevoir un événement majeur comme une Coupe du Monde, ça a un effet immédiat, en fait. Par exemple, sur les valeurs de la bourse de Casablanca, on a remarqué qu'il y a eu un bond de 5,08% le jour où on a été retenu. Pourquoi? Parce que tout simplement l'économie... l'économie psychologique dont parlait... l'économie et la finance, en fait, elles ont besoin de confiance. Et de savoir qu'en fait, on a sur un certain nombre d'années, on va pouvoir travailler sur différents domaines. On va pouvoir travailler sur le tourisme, on va pouvoir travailler sur les infrastructures, sur le BTP, sur la santé, sur les routes, les autoroutes, les chemins de fer. Le LGV, on sait qu'il avait fait déjà un arrêt à Marrakech et qu'il donc certainement ira à Agadir. Pourquoi il ira à Agadir? Parce qu'il y a eu 6 villes qui ont été retenues en fait par la Fédération royale marocaine de football pour pouvoir recevoir la Coupe du Monde. Et donc c'est sur une ligne de 797 km entre Agadir et Tanger, en passant par Marrakech, Casa et Rabat. Donc en fait, on sait maintenant quelles sont les villes qui sont retenues. Il y a des villes qui sont sur le littoral, il y a des villes qui sont dans l'Interland, il y a donc Fès et il y a Marrakech. Mais il y a du travail à faire. Si vous vous souvenez, on ne va pas toujours être que positif. Il y a à peine un mois, il y a eu un match qui s'est déroulé entre le Brésil et le Maroc des U23 et on a eu une coupure d'électricité. Donc là, aujourd'hui, le fait de le déclarer 1 an et 2 mois à l'avance, ça doit nous booster pour travailler, faire déjà une CAN 2025 qui sera, Inch'Allah, parfaite et préparer le chemin plus loin pour 2030. Pour ce qui est des capacités litières, on a encore besoin de 100 000 lits. Donc les gens parlent de 100 000 lits. En ce qui concerne l'investissement... Pour 2025 ou là pour 2030? Là pour 2030. Pour 2030. On est à 270 000 lits actuellement et on voudrait passer à 370 000 lits au moins. Donc il y a des questions majeures auxquelles on doit répondre au niveau de l'investissement. Mais ce qui existe au niveau financier est très simple et tout le monde peut le comprendre en fait. C'est que quand on parle économie, on dit soit investissement, soit épargne. Quand on n'a pas une visibilité sur un développement futur, on garde son argent. Mais quand on voit qu'il y a des événements majeurs qui vont se dérouler au Maroc, on va investir et on va investir lourdement pour que, justement, on réussisse. Donc, il y a des banques d'affaires qui ont déjà commencé à faire des calculs et qui ont estimé à 52 milliards de dirhams l'investissement du Maroc pour faire réussir 2030, en sachant que c'est de 15 à 20 milliards de dollars qui vont être investis par les 3 pays, Espagne, Portugal et Maroc. Donc c'est à peu près autant pour chacun des pays. Voilà, c'est à peu près, si c'est 15, pour chacun des pays. Voilà, ça sera ça. Ça. Donc on a un petit peu maintenant une idée. Et sur le retour, on sait qu'aujourd'hui on est à 71 milliards de dirhams de recettes touristiques. Et si cela fonctionne, on devrait arriver à 120 milliards de recettes touristiques pour l'année 2030. Donc passer de 71. Aujourd'hui, ce n'est pas la fin de l'année 2023, donc on peut aller peut-être à 80 ou 90. Mais donc, il y aurait un bond qualitatif, même dans les recettes touristiques de 2030, Inch'Allah. Mostafa Sahimi, vous voulez réagir? Il faut préciser que le Maroc a présenté un dossier technique, un dossier de chantier, d'infrastructure, un dossier qui a été d'ailleurs délibéré par nos 2 partenaires. Il y a eu des réunions communes de coordination pour faire le point, pour optimiser précisément la candidature des 3 pays. C'est un dossier, mais c'est un dossier qui a été déposé à la FIFA. C'est un cahier de charges. Ce n'est pas un dossier qui est de nature indicative ou déclaratoire. C'est un dossier, c'est un contrat, il est contraignant.
Et donc, c'est extrêmement important. Et vous savez, nous ne sommes bons que quand nous travaillons sous la contrainte d'un agenda. Et c'est pour ça que je me félicite que nos politiques publiques soient secouées par cet agenda-là et ces contraintes. Là où nous sommes bons, me semble-t-il, c'est pour ce qui est des grands chantiers d'infrastructure. Nous savons faire, nous avons l'expérience. Routes, chemin de fer, construction, ceci, cela. Là où nous sommes moins bons, c'est pour ce qui est des services. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans les services? Les télécoms, il faudra la 5G, il faudra revoir le produit touristique, il faudra revoir la qualité de l'accueil dans les aéroports, ailleurs, etc., des secours d'urgence sur les routes sanitaires, la sécurité, même si l'appareil sécuritaire est performant, mais l'appareil sécuritaire va être confronté quand même à des millions de visiteurs internationaux pendant une quinzaine de jours. Donc là aussi, il faudra aller très loin, etc. Et je crois que ça, c'est important. Mon idée, c'est que tant mieux si nous avons ce cahier de charges et donc des obligations que nous devons respecter, mais ça doit être l'occasion d'une déclinaison majeure de ces engagements-là sur les politiques publiques. Les politiques publiques à partir de la loi de finances 2024 et toutes les lois de finances qui vont s'étirer jusqu'à 2030. Je vais donner un exemple. Le gouvernement a préparé jusqu'au 7 septembre, je retiens la date de septembre, c'est la veille, un projet de loi de finances qui était à peu près achevé. Il y avait les arbitrages, tout ça. Eh bien, tout est remis en cause par suite du séisme, puisqu'il y a des allocations de ressources qui vont être réaffectées à un certain nombre de secteurs définis par le souverain. Donc, c'est important, ce travail de refonte doit être fait. Il y a aussi ce qui a été décidé par le souverain pour ce qui est du programme de reconstruction. Forcément, il y a des priorités à revoir telles qu'elles étaient définies avant le 8 septembre. Et puis, il y a aussi la nécessité de mobilisation de nouvelles ressources. Mais il faut aller au-delà de l'exercice 2024, s'inscrire dans la perspective 2025, la CAN 2025 et 2030. Et je crois que c'est l'occasion, me semble-t-il, de modifier une certaine gouvernance administrative, voire technocratique. Quelque chose d'autre, parce qu'il y a une contrainte majeure qui pèse sur nous, avec des priorisations mises en relief par le souverain, notamment la protection sociale, grand chantier de Rennes. Ensuite, on va y revenir. Également le développement rural équitable dans les zones montagneuses. Et puis la mise à niveau et de l'appareil productif et des infrastructures pour respecter les engagements de 2030. Moustapha, juste pour vous rassurer, si je peux dire, sur les lacunes, les défaillances ou les manquements qui pourraient être inquiétés ou être inquiétants. On sait que le Maroc la sécurité marocaine était au Qatar, donc il y a des choses qui sont faites. C'est comme pour le travail de secourisme qui est fait par le Maroc à l'extérieur quand il y a des drames sur la planète, et on a vu comment les Marocains ont réagi à Al-Haouz. Et donc, je pense aussi que les Marocains ne sont jamais aussi bons que dans les défis à remonter. Mais je suis de votre avis. Ouais, et après, la seule chose, c'est d'inscrire dans la durée et dans la régularité. Une autre question pour vous, Khalid Domou. Très football, très foot, celle-là. Qatar 22, on a vu le succès que ça a fait. Oui. Maroc 2030, on verra le succès que ça donnera. Après, oui, ça va être Arabie Saoudite en 2034 et on peut prédire un gros succès, ça va être dans 11 ans. Un commentaire sur les pays arabes qui commencent à y aller. Totalement se décomplexer. En fait, c'est Aziz, oui, il faudrait ne pas oublier ce qu'a fait le Qatar en 2022, en fait. Je pense que s'il y a eu l'unanimité aussi, dans un certain sens, pour le Maroc aujourd'hui, c'est qu'on a compris que les pays arabes étaient capables d'organiser des événements majeurs de la meilleure des manières possibles. Donc la FIFA elle a eu des recettes de 7 milliards de dollars sur cette Coupe du Monde. Il y a eu 3 millions de téléspectateurs. Et aujourd'hui, c'est le deuxième pays arabe qui va, après le Qatar, organiser la Coupe du Monde 2030, Inch'Allah. Et donc, il y a eu un effet. Il y a un effet aussi au niveau sécuritaire. On sait que l'appareil sécuritaire marocain a très, très bien travaillé au Qatar.
Donc c'est un peu pour répondre à Sis Himi, le côté sécuritaire, ça marche très bien, alhamdoulilah, et ça marchera toujours très bien. C'était au Qatar, en 2030, ça sera chez nous. D'accord. La différence, et c'est un petit pays, c'est un très petit pays, le Qatar. Mais j'ai pas fini. Je voudrais aussi dire à Sis Himi pour la question en fait de la reconstruction. Il y a 120 milliards qui vont être dédiés de dirhams, qui vont être dédiés sur 5 ans à la reconstruction des zones touchées par le séisme. Donc ça fait 24 milliards de dirhams par an. Donc déjà aujourd'hui, on a pris à bras le corps les problèmes et on va allouer des ressources pour ça. On va arriver aux autres grands chantiers. Allez, oui, juste par rapport à... Vous savez que vous avez une question en retard. Oui, donc par rapport à ces deux questions-là, d'abord, le Qatar, bien sûr, on n'a pu que féliciter ce qui s'est passé, mais c'est de 120 milliards de dollars. On parle d'un budget énorme. À Qatar? Bien sûr. Je pense que c'était beaucoup plus que ça. Non, c'est 220... Non. Ah, vous avez dit combien? 220. 220. J'ai entendu 120. Oui, 220 milliards de dollars, alors que la Coupe du Monde qui a eu lieu auparavant en Russie, c'était 11,6. Au Brésil, 15 milliards de dollars. Et là, celle qui va avoir lieu aux États-Unis, au Mexique et au Canada, c'est 15 milliards de dollars partagés sur 3 pays. Pourquoi? La même chose pour celle qui va être organisée, donc celle de 2030, entre le Maroc, l'Espagne et le Portugal. C'est pour cela que Khalid Doumou il a avancé des chiffres qui sont très intéressants, effectivement, de banques ou de chercheurs, et qui sont très intéressants à citer. On parle effectivement de 5 milliards de dollars par pays, donc ce qui est supportable. Pourquoi 3 pays? D'abord parce qu'il y a 48 équipes au lieu de 32 équipes. Il y a 100 et quelques matchs au lieu de 104 matchs au lieu de 62, c'est presque le double. Donc plus de 16 stades au lieu de 6 stades. Donc tout cela, il lui faut les moyens. Quand on partage sur 3 pays, et on parlera du cas du Maroc, effectivement, on parle de 5 milliards de dollars, c'est 52 milliards de dirhams. Comment il va être réparti? Et en répondant à M. Sahimi aussi, qu'est-ce que le Maroc? Parce qu'il y a un cahier de charge de la FIFA. Donc, pour ce qui est des stades, on parle de 17 milliards de dirhams qui vont être dédiés au grand stade de Casablanca, 2 stades modulaires, celui de Marrakech et de Rabat, et les 6 stades qui vont être rénovés. Donc, Fès, Marrakech, Agadir, Tanger et voilà, Agadir. Il y a aussi 8 milliards de dollars qui va être dédié aux centres d'entraînement. On a déjà 61 centres d'entraînement existants qui vont être rénovés et l'estimation, comme j'ai dit, c'est 8 milliards de dirhams. Les 17 milliards de dirhams, c'est les transports. Et là, c'est très important puisque vous avez parlé de la LGV ou du train à grande vitesse ou de la ligne à grande vitesse. Est-ce qu'elle va aller jusqu'à Agadir? Maintenant, les estimations sont faites jusqu'à Marrakech. Et on parle de 17 milliards de dirhams, mais il n'y a pas que la voie ferroviaire, il y a aussi les bus, les routes, donc dans ce 17 milliards de dirhams. Et enfin, on a 10 milliards de dirhams pour le coût d'organisation. Cela nous fait 52 milliards de dirhams. Mais il y a aussi un retour. Et comment cela doit être supporté pour répondre à mon professeur et à mon ami et mon collègue, Sis Himi. Donc, déjà, vous avez cité qu'effectivement, la capacité hôtelière aujourd'hui, elle est de 283 000 lits. Il y a 100 000 lits qui vont être ajoutés, mais le Maroc va gagner 120 milliards de dirhams, c'est-à-dire de recettes en 2030. On va gagner aussi, par rapport aux télécoms, puisque vous avez parlé des télécoms, voilà, les investissements de la 5G, le trafic qui va augmenter. Et nous avons donc, comment cela va être supporté? Il y a d'abord le budget de l'État qui est estimé à 25 milliards de dirhams d'ici 2030. Donc ce financement ne va pas vraiment impacter le budget de l'État si on le répartit d'ici 7 ans. Il y a le compte courant, on parle de 17 milliards de dirhams, c'est les entreprises publiques. Et puis il y a d'autres financements qui sont de 10 milliards de dirhams par rapport aux banques qui vont gagner parce que tout ce qui va être investi dans le BTP ou dans les routes, il y a du retour. Et il y a l'offre de l'emploi. Il y a de l'emploi qui va être donc le retour sur d'abord de l'investissement. Le Maroc s'inscrit dans l'investissement aujourd'hui avec la charte de l'investissement. Il y a le retour sur l'emploi. Il y a le retour dans une Coupe du Monde, la visibilité. Et la visibilité, quand vous l'organisez, ce n'est pas comme vous la jouez. Donc, il va
augmenter, elle va être décuplée. Il y a aussi, vous avez parlé tout à l'heure, effectivement, cette cohésion sociale et nationale des Marocains autour de cette organisation et autour de Sa Majesté, donc, qui nous avait déjà, moi je me rappelle, il y avait une autre bonne nouvelle que nous avions reçue il y a quelques mois, quand le prix qui a été décerné par la CAF à Sa Majesté, et il y avait l'annonce de l'organisation, ça aussi ça nous avait surpris, de l'organisation tripartite avec nos voisins ibériques. Nous sommes sur le tourisme, nous avons beaucoup gagné, d'autant plus que ce sont 3 pays géographiquement proches, et puis quand nous partageons une culture qui remonte au temps ancien, où nous étions donc d'un côté ou d'un autre. Tout cela fait... Sur cette pluie de milliards de dirhams dont vous parlez, Ali Harachi, je reste avec vous pour vous dire qu'il n'y a pas que ça. Il y a les compétitions donc, sportives, CAN et mondiales, il y a la reconstruction, il y a l'État social, le chantier, le grand chantier. Je vous ai donné combien ça va coûter chiffré. Oui, d'accord. L'argent, on le trouve où? Voilà, le budget de l'État. Ouais. Donc, pour les 25 milliards de dirhams... Il n'y a pas que ça, je parlerai aussi de reconstruction, je parle d'État social, enfin de la couverture, la protection médicale, la couverture médicale. Donc, ça fait énormément d'argent sur les 5-6 années qui arrivent. 120 milliards de dirhams, pour les 120 milliards de dirhams, il a été déjà décliné. Comment c'est le budget de l'État. C'est l'État qui va... C'est-à-dire un budget spécial qui va être dédié. Cela a été déjà expliqué lorsqu'on a parlé de ces chiffres. Si Aziz, en fait, je vais compléter un peu l'intervention de Sil Harichi. Sur ces 52 milliards, il y a 10 milliards qu'on appelle des prêts concessionnels. En fait, ces prêts concessionnels, c'est ce qu'on va emprunter, en fait. Donc, pour qu'on soit clair. Donc, les 25 qui viennent de l'État ou des entreprises publiques, les 17 des entreprises publiques, les 42, on les a. Donc, on va emprunter 10 milliards de dirhams de l'étranger pour pouvoir mettre les 5 milliards sur la table. Et comme on parlait du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale qui sont justement là en fin de semaine à Marrakech, il y a peut-être des choses à faire à ce niveau-là. C'est-à-dire, si vous le permettez, votre question est intéressante. Merci. Parce que c'est le problème de la soutenabilité financière de tous ces programmes. Nous avons un taux d'endettement de 76%, par rapport au PIB, et si on inclut les établissements publics, c'est plus de 90 à 95%. Le Wali de Banque El Maghrib estime, et Dieu sait combien il est orthodoxe, il estime qu'il y a encore des marges de manœuvre pour ce qui est de l'endettement, mais il appelle, à raison me semble-t-il, à une meilleure réallocation des ressources budgétaires avec un souci d'efficience. Chaque dirham dépensé doit s'inscrire dans une politique d'optimisation de cet investissement. Je crois qu'il y a le recours à l'emprunt, évidemment. Il y a le recours aussi à des concours internes, à des dons, tout ça, etc. Je ne suis pas inquiet au total sur le financement de tout cela. Mon interrogation, elle est ailleurs. Qu'est-ce qu'on fait des autres chantiers qui sont à l'ordre du jour de notre société? Vous avez évoqué le code de la famille. Oui. Eh oui. Alors, ce que je voudrais dire, c'est que je crains, mais j'espère que c'est pas fondé, je crains une polarisation et une priorisation des politiques publiques sur les chantiers inscrits au titre de la CAN 2025 et de la Coupe du Monde 2030, au détriment d'autres chantiers nationaux qui n'ont rien à voir avec cet agenda-là. Vous avez posé le problème du code de la famille. Oui, c'est important parce que c'est des réformes sociétales. Il y a également le code pénal. C'est important parce que c'est des attentes. C'est la consolidation de l'état de droit et la consécration du principe d'égalité et d'équité. Vous remarquerez que, je signale au passage que dans le discours du trône de 30 juillet 2022, Sa Majesté le Roi avait évoqué 2 grands dossiers, la réforme du Code de la famille
Il a fallu 14 mois pour que ce gouvernement s'y attelle, avec une lettre royale et un délai. Vous remarquez qu'il n'y a aucune indication pour l'heure sur la réforme donc, du statut des migrants, de nos nationaux. C'est extrêmement important. C'est une communauté de 10%, plus de 15% de la population, 5,6 millions de personnes qui ne sont pas représentées dans les instances nationales constitutionnelles. Est-ce qu'on peut s'accommoder de cette situation? On va rester sur les grands chantiers. Ça fait partie effectivement oui, voilà, des plus questions la qui se réforme posent fiscale, sur plus les la Marocains poursuite du système éducatif. Et donc, il y a là une priorisation à ne pas perdre de vue sur un développement durable, social et territorial, parce que c'est nécessaire au vu de ce qu'on a vu dans la région. On va rester sur ces 5 grands chantiers. Vous avez parlé du code pénal, vous avez parlé effectivement de l'institutionnalisation, de la représentation institutionnelle des Marocains du monde, effectivement, mais les 5 grands chantiers phares que nous avons aujourd'hui à Adi El Harichi, donc c'est la Coupe d'Afrique, c'est la Coupe du Monde, c'est la reconstruction, c'est le code de la famille et c'est le grand chantier de la couverture médicale. Alors, est-ce que c'est une bonne nouvelle pour le nouveau modèle de développement? Parce que c'est quelque chose qui va concourir, qui va participer de l'augmentation, enfin de booster l'économie, d'augmenter d'une manière l'emploi, d'augmenter le pouvoir d'achat, d'augmenter. Est-ce qu'on peut revenir un peu à ce nouveau modèle de développement qui a été un petit peu délaissé? Tout à fait. Tous ces chantiers s'inscrivent en fait dans l'esprit de ce nouveau modèle de développement, puisque le nouveau modèle de développement, il a parlé des réformes sociétales, de l'accompagnement de la jeunesse, de la femme, c'est-à-dire de la réforme ou la révision du code de la famille, l'équité pour tous les Marocains, qu'ils soient enfants, adultes, quel que soit leur âge. Donc on est dans le principe et l'esprit du nouveau modèle de développement. Et ces chantiers, c'est-à-dire pour que ce soit pour la sécurité, c'est-à-dire médicale, le grand chantier de l'État social, il a déjà été budgétisé normalement en dehors de la préparation, que ce soit à la Coupe du Monde ou que ce soit à la Coupe d'Afrique. Donc c'est un chantier royal qui a commencé depuis quelques années et il a été entamé et maintenant il est en cours de réalisation. Quand vous parlez effectivement du code de la famille, ben voilà, il y avait un signal. Un délai de 6 mois a été donné parce qu'on ne peut plus rester dans un code de la famille où les droits des femmes, des enfants et certaines parties de la société ne sont pas bien garantis ou ne sont pas équitables. Donc, il y a par rapport au chantier, le 5e chantier que vous avez parlé, maintenant, il y a eu une catastrophe naturelle, mais cette catastrophe naturelle aussi, quand les chiffres sont tombés, c'est après avoir évalué combien cela va coûter, combien l'État peut, comment l'État doit accompagner, et en prenant en considération qu'il y a des chantiers qui sont aussi parallèles, qui se font, c'est-à-dire celui de la sécurité, que la candidature de la Coupe du Monde, elle est là. Donc on n'a pas fait un budget juste, c'est une convergence, ce n'est pas en silo si vous voulez, ce sont des chantiers royaux et ils ne sont pas... Ils font sens, dans l'ensemble. Voilà, il y a une convergence des politiques publiques qui vont dans le même sens et qui prennent en considération les budgets de l'État. Et bien sûr, le fait de demander des crédits, ce n'est... j'ai vu une personne qui parlait de crédit. Si on ne fait pas de crédit, bon voilà, on peut pas. Un crédit, ça ne veut pas dire que c'est quelque chose qui peut affaiblir. Bien sûr, il faut prendre un crédit à mesure que investir et avoir un retour d'investissement. La Coupe du Monde, il a un retour d'investissement. Oui. L'État social, c'est un retour d'investissement sur l'humain. On est en train de construire l'humain, le développement humain. Donc le retour, il est là. Sur l'humain, les dépenses de santé, si les dépenses de santé voilà, la santé, l'école, l'éducation, tout cela. C'est donc de la croissance. Donc c'est la croissance humaine, le développement durable, voilà. En fait, pour moi... 5 chantiers et un modèle de développement. Un modèle de développement, en fait, le degré d'intégration de la femme dans toute société vous donne une idée sur l'évolution de cette société. En réalité, et quand on parle du code de la famille, on parle de toutes ces problématiques qui sont autour du code de la famille. Donc il y a des choses qui en fait, on a 2 courants. On a un courant progressiste et on a un courant conservateur qui sont
dans des... Je parle des grands projets, des grands chantiers qui, enfin, c'est plus des projets, c'est des chantiers maintenant. Oui. D'accord. D'accord. Celui du Code de la famille, moi, j'en parle d'un point de vue de, comme on disait, sur le nouveau modèle de développement, par exemple, qui constate qu'il y a aujourd'hui un taux d'activité féminin de 20% et qui prévoit de le porter en 2035, c'est-à-dire 5 ans après le mondial, à 45%. Voilà. Et ça, s'il y a bien entendu 25% de femmes qui ont des activités, ça se verra sur la richesse nationale produite. Donc maintenant, le débat en tant que tel, qu'on va faire une émission qui rejoint le débat du Code de la famille. Parce que pour certaines personnes, on évalue que le temps que la maman passe à éduquer les enfants doit être, entre guillemets, rémunéré aussi. Quand la femme est au foyer, elle s'occupe de ses enfants. C'est une forme de productivité aussi qui doit être reconnue. Voilà, exactement. Donc, si vous voulez, on fera un autre jour une production sociale. Mais il faut revenir à une chose. En fait, le Harichi l'a très bien dit, c'est qu'en fait, il y a un investissement, un retour sur investissement qui est réel. On va créer beaucoup de l'emploi, ce qui est une problématique nationale majeure. Même quand on parle d'industrie au Maroc, on veut créer de l'international. Donc, en fait, on va investir, on va produire de l'emploi. Et souvent, le problème n'est pas au moment où on est en train de réaliser le bond en avant. C'est après la compétition, est-ce qu'on peut continuer à viabiliser des investissements qu'on a fait. Donc les investissements doivent être intelligents pour qu'on puisse les viabiliser après 2030, Inch'Allah. Eh bien, Sa Majesté le Roi a nommé il y a quelques jours si Fouzi El-Kja, président de la Fédération et ministre du Budget. Je suppose que tous les comptes vont être faits. Je pense qu'on peut lui faire confiance vu qu'on a vu certaines réalisations. On va dire les choses comme ça. Moustapha Sfeni. Je voulais ajouter à votre liste... Avant-dernière intervention, parce que l'heure tourne. Oui, à votre liste de grands chantiers, le chantier des énergies renouvelables. C'est extrêmement important. Le Maroc est en première ligne et leader même. Et le chantier institutionnel d'une régionalisation avancée, implémentée, où nous sommes très en retard. C'est extrêmement parce que c'est l'occasion de promouvoir de nouvelles élites et c'est le meilleur cadre de valorisation d'une politique de développement territorial. Autre point que je voudrais dire, vous avez fait référence à la nomination royale de Fouzi El-Kja pour 2030, jusqu'à 2030, c'est intéressant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a nécessité d'une autre gouvernance des ressources humaines. Ça veut dire aussi que pour les autres grands chantiers, il faudra de la continuité. Et donc, ne pas nommer les gens qu'il faut là où il faut et peut-être mettre de côté les dosages partisans, les profils des uns et des autres. Il faut des hommes commandos. Je vais dire le mot, il faut des hommes commandos pour mener à bien ces grands chantiers aussi, avec de la continuité, une reddition des comptes. C'est la seule façon de créer une fièvre, un enthousiasme à ce sujet. Cela étant juste un commentaire, bien sûr, Sa Majesté le Roi voit avec la vision qu'il a, nomme les personnes, les gens adéquats au poste adéquat, mais il y a aussi ce qu'on appelle des élections et que donc il y a une relève et tous les 5 ans, et depuis 20 ans, nous avons des élections toutes les 5 ans. Je suis de cet avis, et donc, à ce moment-là, il y a des décideurs qui changent. Sauf si vous le permettez, à recommander, si je puis me permettre, que les partis politiques fassent œuvre de promotion de nouvelles élites ayant des profils répondant à ces objectifs-là. Je sais, Moustapha Sahibou, que ça vous parle beaucoup, les partis politiques, et à moi aussi, mais on en parlera une autre fois. Dernière intervention pour vous, Al-Harichi. Oui, dans le même sens, c'est la compétence, le sérieux, la rigueur et puis la responsabilité. Voilà un chantier qui a commencé en revenant au sport avec M. El-Kja il y a 10 ans. Et on est parti du début. Il y avait un problème. Il y avait des stades à rénover. On va rénover. Il fallait des stades de proximité. Il y aura des stades de proximité. Il fallait réformer le championnat national, passer réellement au professionnalisme. Il fallait que les clubs se mettent réellement au professionnalisme. Donc c'est toute une culture. Et tout cela, bien sûr, avec les académies, bien sûr, à leur tête l'Académie royale, donc Mohamed VI, qui a accompagné. Cette transition ne s'est pas faite d'un seul jour. Voilà, c'est un travail de 10 ans, parce qu'on a mis des personnes compétentes, intègres, sérieuses, et dans ce sens-là, voilà, on est en train de récolter le fruit de cette confiance accordée à ces gens-là. Dans tous les autres chantiers, c'est ce qui est fait normalement pour pouvoir être dans la continuité que vous avez dit et pour réussir tous les challenges et tous les défis
nous avons d'autres défis. Il y a le défi de l'eau, le défi de l'environnement, puisque vous avez parlé des énergies nucléaires. Et heureusement, le Maroc fait partie quand même des pionniers aujourd'hui de l'énergie verte. Et tout cela, pour terminer, nous sommes fiers de notre Maroc et j'espère que nous allons toujours aller dans le même sens. Vous n'allez pas me la voler celle-là parce que c'est ce que je voulais dire en conclusion. Alors je vais la changer en disant qu'est-ce qu'on est heureux pour le mondial et Hani aussi pour tous les chantiers qu'il y a. Bon courage à ceux qui en sont en charge. Merci de nous avoir suivis. À la semaine prochaine.